Mon nom est Joëlle Bérubé-Daigneault, je détiens une maîtrise en éducation. Je suis assistante de recherche pour Madame France Gravel, qui est professeure-chercheur titulaire en gestion d'éducation et nouvelle gouvernance à l'Université du Québec à Montréal. Aujourd'hui, je vous présente les résultats de notre recherche intitulée Santé et bien-être des directions d'établissements d'enseignement. Quels sont les impacts de la gestion axée sur les résultats en temps de pandémie COVID-19? Au cours de cette présentation, je vais vous présenter le contexte, le cadre théorique et la méthodologie de notre recherche, ainsi que les différents résultats qui sont ressortis des entrevues auxquelles nous avons procédé. Alors d'abord, pour le contexte, les politiques de gestion axées sur les résultats, ils connaissent depuis les années 2000 une expansion internationale, alors que la gestion axée sur les résultats, elle a pour objectif la réussite des élèves. Elle n'est pas sans effet sur les différents acteurs scolaires. Donc, la restructuration du système scolaire québécois devait s'améliorer grâce à la gestion axée sur les résultats et à la décentralisation des pouvoirs. Cependant, plus spécifiquement depuis la modification de la loi sur l'instruction publique et l'implantation de la gestion axée sur les résultats, soit les projets de loi 105 et les projets de loi 40, on peut voir que la fonction des directions d'établissement d'enseignement, elle s'est grandement alourdie et elle s'est complexifiée, notamment en considérant l'augmentation de la reddition de comptes à effectuer tant au niveau des centres de services scolaires qu'envers les parents et la communauté. La problématique est que la gestion axée sur les résultats, elle semble avoir un impact direct sur la fonction des directions d'établissement d'enseignement, tant à ce qui a trait à la tâche réelle qu'à la complexification de la tâche prescrite, mais aussi sur la relève des directions d'établissement d'enseignement. Alors, le but de cette recherche est de documenter l'écart entre la tâche réelle et la tâche prescrite selon 4 critères: la latitude décisionnelle, la tâche quantitative, la tâche qualitative, ainsi que la structure et le climat organisationnel. Les questions de recherche sont les suivantes. Qu'en est-il exactement de la tâche prescrite et de la tâche réelle des directions d'établissement d'enseignement et existe-t-il un écart entre les deux? Donc, pour le cadre théorique, nous nous sommes concentrés sur la tâche prescrite, la tâche réelle, ainsi que la gestion axée sur les résultats. Tâche prescrite versus tâche réelle. Alors, la tâche prescrite, c'est ce qui est prescrit par la loi sur l'instruction publique, alors que la tâche réelle, c'est ce qui est réellement fait par les directions d'établissement, tout en tenant compte de ce qu'on fait, mais aussi de ce qu'on ne peut pas faire pour atteindre les différents objectifs visés. La gestion axée sur les résultats, quant à elle, elle se réalise en 3 étapes selon le ministère de l'Éducation québécois, soit la planification, la mise en œuvre et la reddition de comptes. Ensuite, ces 3 étapes-là, elles sont matérialisées dans le plan d'engagement vers la réussite et dans le projet éducatif de chacun des établissements d'enseignement. Donc, le but de la gestion axée sur les résultats, c'est d'améliorer la réussite des élèves selon des cibles qui ont été préalablement déterminées par le ministère de l'Éducation ou par le centre de services scolaires ou la commission scolaire. Donc, pour la méthodologie, le cadre méthodologique de la recherche il est appuyé par des entrevues semi-dirigées. Elles ont lieu sur Zoom en raison de la crise sanitaire et elles sont d'une durée de 30 à 45 minutes. Elles ont été réalisées auprès de 13 directions d'établissement. Au départ, il devait y en avoir 50, mais plusieurs d'entre eux ont dû se retirer par manque de temps à cause de la crise sanitaire à gérer. Les participants ont en moyenne 12 ans d'expérience et ils sont en poste depuis moins de 4 ans. Le nombre d'élèves varie d'un établissement à l'autre, donc de 175 à 600 élèves, mais aussi en termes de milieu, défavorisés, multiethniques, aisés. Les critères de sélection étaient sur base volontaire. Cependant, les participants devaient occuper un poste de direction d'établissement d'enseignement et avoir coordonné le processus de réalisation d'un projet éducatif. En ce qui concerne le protocole d'entrevue, il a été conçu à partir du cadre théorique sur le travail prescrit versus le travail réel qui émane de la sociologie du travail. Il a été actualisé en ajoutant 4 facteurs identifiés par Gravel, donc l'attitude décisionnelle, tâche quantitative, tâche qualitative, ainsi que structure et climat organisationnel, qui favorisent l'émergence du stress et de l'épuisement professionnel. Ensuite, les différents résultats des entrevues ont été codés grâce au logiciel NVivo à la suite d'une lecture d'ensemble des différentes entrevues, une lecture des différents résultats produits par codage, et donc on a pu extraire les premiers résultats de l'entrevue. Donc, pour les résultats, on s'est concentré sur trois critères, soit l'attitude professionnelle, tâche quantitative et tâche qualitative. La latitude professionnelle, elle se traduit comme la perception des directions d'établissement d'enseignement par rapport à la présentation de la possibilité ou non et la façon que sera réalisé le travail réel. Il y a 2 facteurs qui sont ressortis lors des entrevues: la confiance de l'équipe école envers les directions d'établissement d'enseignement et le manque de ressources.
La confiance des membres de l'équipe école envers la direction d'établissement d'enseignement, elle a été soulevée à plusieurs reprises au cours des entrevues. Une marge de manœuvre est nécessaire pour adapter les objectifs au contexte spécifique de l'établissement d'enseignement dans le cadre du processus d'élaboration du projet éducatif. La latitude professionnelle a été influencée par le manque de ressources dans les établissements d'enseignement, surtout en ce qui concerne les enseignants qualifiés, le personnel de soutien, le manque de temps, la croissance du nombre d'élèves qui sont en difficulté dans les classes, et donc ces facteurs ils viennent limiter la latitude professionnelle des directions d'établissements d'enseignement. La tâche quantitative par rapport aux identifications et des indicateurs qui servent à mesurer l'atteinte des objectifs et des cibles. À la suite des entrevues, il est possible de percevoir une confusion entre les concepts d'indicateurs, d'objectifs et de cibles. Souvent, quand la discussion elle est orientée vers les indicateurs, les réponses elles sont plutôt centrées sur des objectifs, alors qu'un indicateur, c'est plutôt un outil d'évaluation. Il semble aussi y avoir un manque de données mesurables qui permettent de faire un suivi par rapport aux objectifs et aux cibles identifiées en priorité par les membres de l'équipe école. Et ce manque de données semble être le résultat de difficultés à les extraire, mais aussi à les comparer. Alors, les entrevues permettent de démontrer l'importance de la démarche itérative pour les participants, notamment pour revoir les éléments identifiés en cours d'année. Donc, pour la consultation des élèves, des parents de l'équipe école et de la communauté, les consultations sont prescrites par la loi sur l'instruction publique. Cependant, il y a très peu de participants qui l'ont nommé. Bien qu'il puisse s'agir d'un oubli, on considère que c'est important de souligner que la communauté semble la plus oubliée dans la description des méthodes de consultation. Ces dernières sont d'ailleurs variées, questionnaires, entretiens focalisés, discussions en classe dans les corridors. Cela permet de recueillir les impressions et les opinions. Évidemment, certains intervenants ne souhaitent pas être consultés, mais ils veulent être mieux outillés pour aider les élèves à réussir et à s'intégrer dans leur milieu. En ce qui concerne la reddition de comptes, selon la loi sur l'instruction publique, elle est obligatoire, mais très peu l'ont nommée lors des entrevues. Reddition de comptes, donc les directions d'établissement d'enseignement ont des procédures qui peuvent varier d'un centre de service scolaire à un autre ou d'une commission scolaire à une autre, par exemple à travers les rapports annuels et rencontres de suivi qui ne sont pas présentés de la même façon. La reddition de comptes, elle est souvent perçue de manière négative par les enseignants et plus spécifiquement, il semble important de porter une attention particulière au choix des mots utilisés lorsqu'il est question des résultats des élèves. Les enseignants se sentent parfois jugés, ce qui rend la tâche délicate pour la direction. De plus, la reddition de comptes, elle n'est pas la même avec les rencontres du conseil d'établissement. Les rapports officiels sont présentés aux membres du conseil d'établissement lors des réunions et ils vont tenir compte de la prescription des articles de la loi sur l'instruction publique. Stratégie en cas de désaccord avec le conseil d'établissement et le centre de service scolaire. De manière générale, les relations entre le conseil d'établissement et les centres de services scolaires sont plutôt positives. Les stratégies sont partagées, la critique est bien acceptée, on retourne consulter, on se retire de la décision. Donc, il y a quelques participants qui soulignent avoir recours aussi à une expertise externe, donc des recherches des formations, en délimitant les rôles de chacun au sein de l'établissement d'enseignement et en cherchant à bien les informer grâce aux outils mis en place ou en les invitant à se rencontrer sur les objectifs de réussite. Donc, la démarche utilisée pour rédiger le projet éducatif, elle varie d'un participant à un autre, en plus de soulever les différentes particularités pour chacune des étapes. Quelques participants nomment à plusieurs reprises consulter le milieu, consulter la recherche scientifique, déterminer un échéancier, identifier le contexte de l'établissement d'enseignement ou analyser les données. Les participants ils soulignent qu'il existe un canevas qui est très bien développé par le ministère de l'Éducation en collaboration avec le centre de service scolaire qui permet de comprendre les éléments du plan d'engagement vers la réussite et à prendre en compte lors de l'élaboration du projet éducatif. D'ailleurs, selon les résultats de l'entrevue, il est nécessaire de clarifier certains concepts de la gestion axée sur les résultats tout en bonifiant l'accompagnement qui est offert aux directions d'établissement d'enseignement, surtout en ce qui concerne les rôles et les obligations. Alors, pour la tâche qualitative, parmi les compétences pour exercer la fonction de direction d'établissement d'enseignement, on mentionne l'importance de compétences relationnelles comme la communication, l'esprit d'équipe, l'ouverture, sens politique, mais aussi le réseautage, qui sont des compétences essentielles. Rigueur, cohérence, transparence, organisation de travail, ce sont aussi des compétences qui sont nommées par les participants et qui semblent importantes pour compléter le savoir-être des directions d'établissement d'enseignement. La compréhension des principaux articles de la loi sur l'instruction publique en lien avec la gestion axée sur les résultats.
Elle permet de faciliter le travail des directions. Il s'agit d'un bon point de départ étant donné que le cadre légal délimite les pouvoirs et les tâches à effectuer et ça rassure les directions d'établissements d'enseignement en début de carrière ainsi que lors de la gestion d'une situation qui est difficile. Même si le cadre de la loi sur l'instruction publique est rassurant, les participants nomment qu'elle n'offre pas assez de flexibilité. Le cadre légal peut s'appuyer sur un milieu sans que ce soit possible de transférer dans un autre. Et les participants avancent plusieurs recommandations par rapport à la structure de communication avec le ministère de l'Éducation et les directions d'établissements d'enseignement, lequel serait à revoir pour faciliter le travail. Il serait intéressant pour les directions d'établissements d'enseignement de connaître les recherches qui existent déjà sur la gestion axée sur les résultats et davantage de support pour les nouvelles directions d'établissements d'enseignement, surtout en ce qui concerne la formation et l'accompagnement pour la relève. Toujours en lien avec la gestion axée sur les résultats, il faut intégrer la dimension humaine et la réussite, la priorisation des objectifs plus qualitatifs. Il semble y avoir une méconnaissance de la gestion axée sur les résultats qui a un impact sur le stress vécu par les directions d'établissements d'enseignement. La gestion axée sur les résultats, elle témoigne de la réussite des élèves et elle rend compte des différents résultats des établissements scolaires. Il y a un sentiment de surveillance de la part de l'équipe école et c'est pourquoi, selon certains participants, la gestion axée sur les résultats est un vecteur qui s'inscrit dans une logique de performance et dans une obligation de résultats, notamment parce qu'il y a un certain manque de connaissances au niveau des concepts de la gestion axée sur les résultats. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il serait important d'améliorer la structure de communication pour alléger la tâche des directions d'établissements d'enseignement. La gestion du temps elle est complexifiée lorsque les documents utilisés par les directions d'établissements d'enseignement ne sont pas toujours connus. Il est plus complexe d'utiliser les outils de gestion qui sont mis à la disposition des directions d'établissements d'enseignement. L'accès aux outils de gestion plus conviviaux, l'amélioration de la communication, ce seraient des moyens efficaces pour favoriser l'atteinte des objectifs mesurables et assurer leur suivi. En conclusion, il faut identifier l'endroit où on se situe dans le système scolaire, identifier le niveau pour progresser dans ce système-là. Évidemment, la crise sanitaire, elle a grandement diminué l'envergure de la recherche. Le nombre de participants a diminué de 50 à 13. La crise sanitaire, elle a monopolisé l'attention des directions d'établissements d'enseignement. Donc, cette recherche, elle a pour but d'offrir des pistes de solutions, des indications, mais elle n'est pas un portrait de l'ensemble de la fonction des directions d'établissements d'enseignement en lien avec l'application de la gestion axée sur les résultats. La gestion axée sur les résultats, elle complexifie la tâche des directions d'établissements d'enseignement, comme l'obligation de résultats et la reddition de comptes sont imposées aux directions d'établissements d'enseignement. L'imputabilité de la fonction, elle est grandement affectée. De plus, une structure de communication claire entre le ministère de l'Éducation et les directions d'établissements d'enseignement semble être un besoin. Comme les directions d'établissements d'enseignement ne se sentent pas adéquatement consultées lorsqu'il est question de changement à venir dans le système éducatif québécois, la création de la structure communicationnelle, elle est nécessaire et elle permettrait aux directions d'établissements d'enseignement de prendre connaissance des documents et des outils produits par le ministère de l'Éducation pour aider les gestionnaires dans leurs fonctions. Comme les directions d'établissements d'enseignement n'utilisent pas tous les mêmes outils pour l'extraction de données ou effectuer le suivi des objectifs, une révision des outils et des ressources produits par le ministère permettrait de répondre davantage aux besoins des directions d'établissements d'enseignement tout en harmonisant les pratiques des gestionnaires. Donc, à titre de référence, voici quelques ressources que nous avons consultées.